Tout le monde est prêt? Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Evenot. Merci, merci bien à tous. Et puis, on va essayer de présenter ça relativement vite, mais pas trop vite quand même. Je vais vous parler du PCAET de GMVA. Donc, c'est une démarche en fait toute nouvelle pour l'agglomération de Vannes. L'agglomération de Vannes est toute récente en matière d'énergie. On est au balbutiement. On a en fait ce PCAET à élaborer avant la fin de l'année, mais par rapport à Lorient, on n'a pas du tout les mêmes outils, on n'a pas à l'ON, on n'a rien du tout à côté de nous pour nous aider, à part Morbihan Énergie sur cet aspect énergie. Le PCAET, Samuel l'a évoqué. L'une des particularités au niveau de l'agglo, c'est qu'on a travaillé tout un ensemble de documents en même temps. Donc, on a le plan de déplacement urbain qui gère, enfin qui organise les déplacements sur le territoire. On a le SCOT, on a le PLH. Donc, on a tout un ensemble de documents qui sont en concordance les uns par rapport aux autres, au moins sur cette problématique PCAET. Et donc, c'est l'une des particularités, c'est que tout ce qu'on a pu mettre dans le PCAET va se répercuter directement sur le plan de déplacement urbain et inversement. Donc, c'est ce qu'il faut voir en termes de concomitance. Le PCAET, donc la loi qu'on a évoquée, LTECV 2015, qui donne aux intercos comme GMVA bien, le rôle de coordinateur de la transition énergétique. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons mettre en place des choses, mais on va animer, on va coordonner. Et pour ce faire, on a rencontré et on rencontre tous les acteurs locaux, que ce soit les collectivités locales, les entreprises, les associations, les citoyens. Et c'est ce travail d'animation qui a mené au travers d'un PCAET. C'est un plan qui vise donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l'air, le développement des énergies renouvelables. Donc c'est un plan d'action, mais derrière chaque action, il y a un acteur identifié et l'agglo doit s'organiser pour que cet acteur puisse exercer pleinement ses missions. Donc voilà sur cet aspect PCAET, c'est le cadre dans lequel on travaille au niveau de l'agglo. Et comme l'a dit Samuel, c'est en ligne depuis le 1er octobre, enfin depuis le début du mois. Et vous pouvez faire des remarques sur ce PCAET. Il y a un mois de consultation publique numérique qui est mis en place. Si on peut passer à la diapo suivante. La stratégie qui a été retenue sur l'agglo. Donc le monsieur parlait d'une approche globale. L'aspect réduction de la consommation d'énergie, donc d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le premier levier sur lequel on souhaite agir au niveau de l'agglo. Donc réduire de 30% à l'horizon 2030 la consommation d'énergie actuelle par rapport à 2010. Derrière, ce qu'il faut voir, réduction donc les économies d'énergie sont les acteurs locaux au niveau des entreprises qu'on va solliciter, qu'on sollicite, notamment au travers de l'opération Rénover. Et l'idée pour ce PCAET, ce plan, c'est de doper l'opération Rénover, donc de vraiment aller beaucoup plus fort que ce qu'on fait actuellement en termes d'accompagnement des habitants. Donc, une baisse importante de la consommation d'énergie et puis une production d'énergie renouvelable qui part jusqu'en 2025, qui progresse et puis qui va bien croître après 2025. Ça veut dire que dans toute cette phase ici, on est en train de préparer les outils, les moyens pour produire de l'énergie renouvelable et qui aura des effets après 2025. L'horizon, pour nous, c'est d'arriver à 2050 à un territoire énergie positif. Alors là, sur les énergies renouvelables, on doit être à 4,5% actuellement d'énergie renouvelable dans notre consommation. Donc, on a une marge de progrès énorme sur cet aspect énergie renouvelable pour le territoire donc, de l'agglo. On peut passer ensuite. Donc, sur la réduction de la consommation d'énergie, on a dit moins 30%. On voit que les secteurs principaux, c'est le résidentiel en termes de consommation. Donc, on vise moins 320 gigawattheures. Et ça, c'est essentiellement au travers de l'opération Rénover et puis des opérations que les particuliers peuvent faire
avec le soutien de l'État. Donc c'est vraiment là un gros point d'attaque pour nous. Autre secteur, alors le tertiaire aussi est également important, moins 140 gigawattheures. Et puis le transport des personnes, moins 280 gigawattheures. Autant dire que voilà nos cibles sur l'aspect PCAET sur lesquels on va focaliser, qu'on va travailler en priorité pour arriver donc à diminuer de 900 gigawattheures en 10 ans, un peu plus de 10 ans, en termes de consommation d'énergie. Sur la diapo suivante, sur la production d'énergie renouvelable, alors vous voyez actuellement, on est à 135 gigawattheures. Il va falloir qu'on multiplie en 2030 pour arriver par 5 pour arriver à 685 gigawattheures. Et vous avez vu qu'après, ça augmentait encore beaucoup. Et les énergies principales sur lesquelles on souhaite miser, le photovoltaïque, plus 160 gigawattheures, et puis la biomasse. Et là, on a en gros également donc photovoltaïque et solaire thermique. Et la biomasse, on a les deux énergies qu'on souhaite impulser sur le territoire. Les aspects méthanisation également. Autrement, pour ce qui est de l'éolien ou de l'hydrolien, ça va quand même rester à la marge. Mais pour atteindre nos objectifs, eh bien, il faut qu'on aille sur toutes les énergies, qu'on soit au taquet sur toutes les énergies. Sur cet aspect photovoltaïque, on vient de lancer le cadastre solaire. Donc actuellement, il doit y avoir 4-5 collectivités qui ont en place ce cadastre solaire. C'est un outil qui permet à tout citoyen et à toute entreprise d'avoir une idée de la production, enfin du potentiel en matière d'énergie solaire sur chacune des toitures du territoire de l'agglo. Donc le site, il suffit d'aller sur le site de GMVA et vous aurez le lien. Donc chaque particulier peut aller sur ce site, avoir de l'information, et derrière, en fait, il y a tout un accompagnement qui va se faire au travers de GMVA, de même que pour l'opération rénovée, sur le même principe, où on ira jusque la critique du devis, l'accompagnement jusqu'au devis pour accompagner, aider le particulier à mettre en place ces panneaux photovoltaïques. Alors, on a identifié tout un ensemble de cibles. Il y a le particulier, il y a les associations. Donc, on avait tout à l'heure Seine-Hélios qui était fortement représenté. On a donc les entreprises, les collectivités. Et pour chacune des cibles, eh bien, on met en place un dispositif d'accompagnement. Donc, pour faire connaître à la fois le cadastre solaire et le PCAET, on va lancer une semaine de Climat Énergie Tour, qui est une opération de communication sur plus d'une dizaine de communes du territoire, où avec un tandem solaire, eh bien, 2 personnes d'une association qui s'appelle Solar RIN va expliquer le PCAET et va faire participer tout un ensemble d'acteurs. Alors, c'est des entreprises, c'est des collectivités, ce sont des citoyens, ce sont des écoles. La communication va être faite dans les jours à venir. Notre bras armé en termes de sensibilisation, on les a entendus tout à l'heure, c'est Climaction. On s'appuie sur Climaction pour favoriser et diffuser cette sensibilisation. Sur quelques exemples d'actions, donc il y a tout un travail que l'agglo peut faire en termes d'aménagement au niveau donc de l'urbanisme, que ce soit au niveau des lotissements ou des zones d'activité. Il y avait des exemples tout à l'heure qui ont été donnés. Donc tout cet aspect aménagement, on doit y travailler. L'aspect rénové, donc on doit doper. On travaille donc avec tous les partenaires, donc que ce soit toutes les chambres consulaires. Donc on mobilisait les entreprises sur la demande en énergie et sur la production d'énergie renouvelable. Donc tout un travail à mener. Et puis il y a toute l'économie circulaire dont il sera question juste après. Le volet sensibilisation avec notamment Climaction. Le cadastre solaire qui va être vraiment un outil phare pour l'agglo. Et puis la biomasse avec les aspects méthanisation. Voilà, donc tout ça, c'est cet aspect production d'énergie. Dans le PCAET, il y a aussi un certain nombre il y a un volet qui est également le volet adaptation qui se fait en lien avec le PNR. Et puis, il y a tout le volet
prévention des inondations, donc le volet PAPI qui doit se mettre en place également. Donc vous voyez tout un ensemble d'actions à mener en fait ou à faire mener par tous les acteurs de terrain. C'est le rôle de l'agglo, c'est d'animer tous ces acteurs sans se substituer à eux, hein, ce qu'ils font. Eh bien, comment doper tout ça sur notre territoire. Voilà quelques exemples d'actions sur le PCAET qui est en consultation. Vous pouvez regarder sur le site de l'agglo. Je vous invite à regarder, à éventuellement faire part de vos remarques. Mais c'est voilà, vraiment un outil très important pour nous. Et à côté de ce plan d'action, eh bien, on réfléchit avec tous les acteurs à une stratégie sur le territoire, la stratégie en matière d'énergie, comment en fait arriver à atteindre les objectifs, à mettre en œuvre ces actions. Est-ce qu'on doit se doter d'une structure comme Alouen à Lorient? C'est une question, il y a plusieurs possibilités. Comment on intervient dans des... Est-ce qu'on prend des parts dans des projets? Comment on anime, comment on encourage toutes les initiatives locales? Je pense que j'ai fini pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Le PCAET, c'est un outil de l'agglo. Est-ce qu'on peut avoir un projet climat-énergie sans prendre en compte les projets de ce qui peut être fait autour de l'agglo par les autres intercommunalités autour? En gros, est-ce qu'il y a une vision qui prend en compte la vision des territoires à côté, ou est-ce que c'est chacun pour soi? Alors, sur les territoires, donc il y a au moins 2 EPCI voisins qui sont également dans une démarche de PCAET et avec qui, eh bien, à travers de réunions, on peut travailler. Mais d'une manière générale, bon, on n'a pas commencé à évoquer, par exemple, l'aspect bois énergie. On va rentrer dans des programmes régionaux. On va pas essayer de refaire localement ce qui se fait à une autre échelle. Quand on voit sur l'aspect agriculture, eh bien, il y a une association Grand Ouest qui vise à implanter des panneaux photovoltaïques, qui a l'expertise sur ce domaine et avec qui on travaille. On a pris au dernier conseil communautaire la décision d'adhérer à l'association Atlanson. Donc voilà, on travaille avec tous les partenaires, donc chambre de commerce. Donc on n'est pas du tout limité au territoire. Ce sont des acteurs qui doivent avoir justement cette ouverture plus large. On travaille avec Morbihan Énergie. Voilà. Et sur les aspects territoire, on a quand même des spécificités locales. Il y a le golfe, il y a la partie urbaine, il y a les transports en commun. Et la solution, elle sera que pour notre territoire sur cet aspect-là. Si on parle de production d'hydrogène, on ne va pas forcément aller la chercher à l'autre bout du département ou de la région. Il va falloir que localement, on puisse avoir notre réponse, quoi. Donc on regarde ce qui se fait ailleurs, on échange, et puis nos acteurs, nos partenaires, ils sont supra territoire de l'agglo pour un certain nombre. Donc en fait, rénover l'ancien pour qu'il soit moins énergivore. Est-ce que dans les pluies, on peut pas aussi mettre certaines obligations dans la construction neuve? Style Barcelone avait fait ça sur une obligation de mettre des toitures solaires thermiques sur les nouvelles constructions qui le pouvaient l'accepter. Et c'est-à-dire que au lieu de réfléchir, enfin, faut réfléchir sur la réhabilitation de l'habitat, mais il y a aussi le neuf qui, lui, peut-être le réfléchir nouvellement, avec une vision un peu futuriste, en disant on va faire en sorte de capter le maximum d'énergie qu'on peut sur les bâtiments neufs et avoir cette action un petit peu coercitive, c'est-à-dire que de dire dans mon plus, tout ce qui va être comme toiture au sud, si vous pouvez le faire, vous devez le faire. Est-ce que c'est possible d'imposer des contraintes pareilles? Alors sur
il y a plusieurs éléments sur l'aspect plus. Ça serait plus facile si on était avec quelque chose qui s'appelle le PLUI, mais bon, il faut que les élus soient prêts en fait à avancer dans cette démarche. Sur des prescriptions, donc vous avez entendu des exemples sur l'Orient, eh bien nous à l'Aglo, on commence à y arriver puisqu'on a une zone d'activité qui s'appelle le poteau nord qui va se mettre en place. Pour l'instant, il n'y a aucune entreprise. Au début, on avait inscrit bien l'obligation d'avoir des toitures qui pouvaient supporter des panneaux photovoltaïques. Maintenant, on est passé en fonction de la surface bien, à l'obligation de mettre des panneaux photovoltaïques. Et voilà, on est dans cette démarche-là. Et les entreprises qui arrivent ou qui vont chercher à arriver, Samuel me disait tout à l'heure qu'il y avait déjà des premiers contacts et elles voulaient déjà être accompagnées dans cette démarche pour cet aspect production d'énergie photovoltaïque. Donc c'est quelque chose qui arrive sur le territoire, qu'on a rentré dans un premier cahier des charges, et pour les autres zones d'activité, eh bien, ça sera également le cas. Après, je dirais, c'est les communes qui sont en train de faire preuve d'initiative sans que ça soit forcément inscrit dans le PDU, mais quand on parle maintenant d'éco-quartier, c'est évident qu'il faut arriver à ce genre d'approche sur l'urbanisation. Mais plus ça va aller, c'est pour ça qu'on a mis en première ligne optimiser les besoins en énergie dans les opérations d'aménagement, et on est bien là sur le rôle en fait d'un EPCI comme GMVA, parce qu'on est vraiment, l'aglo est vraiment en lien avec les instructions de permis de construire, et c'est vraiment un point fort qu'on peut mettre en avant là pour aller dans le sens que vous évoquez, quoi. Bonjour, Bruno Leborn, président d'Arc Sud-Bretagne. Excusez-moi, je vais rester assis parce que j'ai commencé de bonne heure et j'ai le dos un peu en vrac. Donc nous avons élaboré notre PCAET par le biais d'un groupement de commandes avec Questemberg Communauté, avec Pleuhermel Communauté, avec Oustà Brocéliande. Ça a permis d'avoir une économie d'échelle, mais ça a surtout permis des échanges, et surtout avec Questemberg Communauté, qui est notre plus proche voisin, avec, à part le trait de côte qui est différent, des similitudes quand même. Une particularité chez nous, c'est la 2x2 qui nous traverse, la RN 165, et sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de maîtrise, mais qui est une grosse consommatrice d'énergie et qui aussi dégage des gaz à effet de serre. Et Questemberg, lui, par contre, a une voie ferrée avec ses avantages, pas forcément beaucoup d'arrêts, mais avec des avantages quand même. Nous sommes en cours de finalisation de la démarche. On a eu des premières pistes qui nous ont été présentées en bureau, enfin que l'on a présentées en bureau. En parallèle, nous avons fait notre plan mobilité rurale de la même manière avec notre voisin par le biais du Pays de Vannes, avec Questemberg Communauté, et nous avons pu échanger pour revenir un petit peu sur les discussions entre les différents territoires. Il y a quand même des passerelles de temps en temps, sans jeu de mots, mais il y a quand même des passerelles et des choses qui sont importantes, et des choses qui impliqueront des valeurs que nous ne maîtriserons pas forcément. Je pense notamment aux déchets, avec potentiellement un déplacement du centre de tri, alors qui va pas impacter, qui peut impacter de manière bénéfique un territoire s'il n'est pas sur son territoire, mais au fond du fond, on n'est pas vraiment dans une logique très très intéressante, hein, si on veut aller pour vraiment améliorer notre PCAET, quoi. Alors sur le papier, ça sera bien, mais ça sera pas forcément le résultat recherché. Donc le rôle de l'EPCI, pour nous, c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, Thierry, c'est vraiment d'être modèle, de montrer l'exemple. C'est aussi d'être animateur et moteur, hein, de pouvoir donner envie, donner l'élan, et on voit bien ce qui se passe autour de nous. Si on fait rien, on va dans le mur. Il va falloir changer nos habitudes, passer par l'éducation,
mais aussi, et je pense, et ça c'est important, ne pas stigmatiser entre les différents acteurs. Je pense notamment, mettre soit des types, je pense notamment à l'agriculture. Il faut vraiment que chacun, et pour moi c'est quelque chose d'essentiel, soit dans une démarche d'amélioration continue, que chacun balaye à sa porte, chacun progresse. Et si on oppose les uns aux autres, je pense qu'on n'y arrivera pas non plus. Et on a des marges de manœuvre qui sont importantes, celles que l'on maîtrise, celles que l'on ne maîtrise pas. Il y a la technologie qui va nous permettre d'évoluer et de s'améliorer. Je pense que c'est essentiel. Il faut y croire et il faut tout faire pour que ça marche. Mais il y a tellement de choses, si on ne commence pas à travailler sur la communication, l'éducation envers nos jeunes générations, on n'y arrivera pas parce que ce sont les meilleurs vecteurs pour faire passer des messages. Sur notre territoire, en termes de consommation d'énergie, on a l'objectif de passer de 579 gigawatts à 362, donc la marche est quand même très très importante. Alors ça c'est en 579 pour l'année 2000, je dis pas de bêtises, obtenus sont estimés, les objectifs de consommation d'énergie sont estimés à 579 gigawatts pour l'année 2030 et 362 pour l'année 2050. Donc vous avez une répartition sectorielle avec les différents secteurs, l'agriculture, le tertiaire, le logement, le résidentiel. Et les plus gros postes sont forcément le transport, le résidentiel et l'agriculture, avec c'est pas forcément celui qui aujourd'hui a les plus grosses valeurs qui va pouvoir réduire de manière très efficiente ces scores. Donc il va falloir travailler et se fixer des objectifs qui soient atteignables, tout en respectant la législation, parce que nous avons fait le choix, comme les 3 autres PCI dans le cadre du groupement commande et comme GMVA, d'être un territoire à énergie positif 2050. Donc TEPOS 2050, c'est un objectif qu'il faut tenir. Pour donner alors c'est pas des choses qui ont été arrêtées, mais pour vous donner quelques bases sur des objectifs opérationnels. Et vous allez voir que selon les territoires, on n'est pas forcément dans les mêmes possibilités, notamment sur le transport. Tu en parlais tout à l'heure, Thierry, sur la compétence transport, qui n'est pas une compétence des communautés de communes, mais elle l'est par contre pour les agglos. Le mitage de nos territoires n'est pas forcément le même, avec pas forcément une ville-centre, et on ne pourra pas faire du rabattement de toutes les petites communes et avoir des transports efficients, enfin des transports en commun efficients. Donc je vous cite rapidement des petits, des objectifs opérationnels. Donc la totalité des personnes travaillant sur leur lieu de résidence utilisent un mode de déplacement doux, le vélo ou la marche au lieu de la voiture. Donc là, c'est vraiment par de la communication, par l'envie et insister dessus, mais on n'a pas franchement de maîtrise, si ce n'est, alors pour ce qui est du vélo, il y a des systèmes qui existent, mais qui n'ont pas forcément un coût énorme, c'est-à-dire d'aider les personnes qui le font, mais par contre, pour le gérer, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas simple. 50% des personnes travaillant sur une commune différente de leur lieu de résidence utilisent des transports en commun. Voilà, là, on est franchement sur une communauté de communes comme la nôtre. On peut pas le faire. Sur GMVA, on a plus de... Alors, je dis pas que c'est faisable et je me permettrai pas, mais on a plus de possibilités puisque le maillage du transport en commun n'est pas du tout le même. Au moins pour ceux qui vont vers la ville-centre. Et 50% du reste doivent faire du covoiturage. Un autre élément qui, je pense, est atteignable, c'est l'économie énergétique réalisée suite à la généralisation des véhicules consommant 3 litres au 100, avec un objectif d'avoir 80% de ces véhicules. Ça, je pense pour aller à 2050, on peut le faire. Je vais vous donner un petit exemple qui est personnel ou de mon entreprise. Nous avons une flotte de 500 véhicules sur l'entreprise. Nous avons adhéré à, je vais dire le nom, il n'y a pas de la publicité, une start-up qui s'appelle Wino. Et chaque véhicule est équipé d'un petit boîtier et les performances, le kilométrage, le nombre de trajets en parcours urbain, mixte,
et en parcours sur grande route, quoi, sur voie express et long trajet. Vous êtes noté sur votre consommation, vos émissions de CO2, et il y a un classement entre entités, entre chaque entité, pour vous donner le coût de cette opération pour l'entreprise. C'était 90 000 € par an d'investissement. Ça a fait changer, et j'en suis le premier puisque j'étais quelqu'un qui respectait pas vraiment les limitations de vitesse, parce que j'avais jamais le temps. Maintenant, quand je vais à Belle-Île, je perds 10 minutes de sommeil, mais je suis serein dans la voiture, et personnellement, moi, j'ai économisé 2 litres au 100. C'est pas négligeable, et l'entreprise a un retour sur investissement de 190 000 €. C'est-à-dire que le delta, l'entreprise a gagné en mettant ses boîtiers 100 000 € et s'est engagée à faire des plantations de forêts. C'est quelque chose parce que l'entreprise, on arrivera à l'attirer aussi avec l'économie, et je pense qu'il y a des vraies économies à faire. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a d'autres sociétés qui font certainement des choses très bien. Et ça change en fait pour chacun. Moi j'ai un véhicule de fonction, mais ça change aussi sa conduite pour son véhicule personnel. Donc indirectement, c'est des économies pour soi-même. Et je vais rajouter aussi, ça donne, on est beaucoup moins stressé en conduisant. On est plus serein. Alors on est peut-être des fois un petit peu en retard, mais on est plus serein, et je pense qu'on n'a pas peur du radar et autres. Mais le résultat, il est financier pour l'entreprise, il est intéressant aussi pour l'entreprise, parce qu'elle peut démarcher sur les marchés, avoir des billes à présenter sur son bilan carbone, et c'est intéressant. Je vais reparler encore une fois plus généralement des TP ou des machines qui ont, alors c'est vrai que le prix d'achat est un peu plus fort, mais les baisses de consommation des machines, en 3 ans, on est descendu à peu près sur une machine équivalente de 30%. Il y a la technologie là qui nous aide, et le prix du carburant, plus il sera haut, plus ce sera facile pour nous de s'améliorer. Donc voilà, pour donner des petits exemples que je connais personnellement, mais il y en a des milliers d'autres, et je crois que chacun peut essayer de s'adapter pour trouver des solutions et trouver je pense que l'entreprise cherchera, en même temps que son image, cherchera un gain financier, sinon on aura du mal à l'entraîner. Parmi les pistes donc que l'on a, on a à peu près les mêmes pistes qui ne seront pas forcément dans le même dosage que GMVA, mais la rénovation énergétique, où aujourd'hui vous avez une PLRH, nous on n'en a pas. La préfecture nous dit qu'on est en zone blanche comme nos voisins qui sont juste au-dessus de nous. C'est vrai que c'est des moyens à mettre, mais là, les objectifs sont clairement... il faudra qu'on y passe. Cette démarche-là entraînera aussi du travail pour nos entreprises, nos artisans. Donc je pense que c'est important. Le cadastre, pardon. Chaque fois, j'appelle le cadran. Le cadastre solaire, on participe aussi, donc ça, grâce à Morbihan Énergie, et c'est une bonne chose. Avec quand même, par rapport au PLU, alors moi je suis élu à La Roche-Bernard, c'est une commune avec une AVAP, ce qui remplace la CPP-UP, donc là il est hors de question de mettre des éléments, une difficulté. J'ai demandé d'ailleurs, et je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles, à ce que tout ce qui est autour des périmètres de patrimoine sauvegardé soit pas mis voilà, pour éviter de dire aux gens, vous pouvez mettre un panneau, vous êtes bien orienté, et puis vous avez des possibilités, sauf que la réglementation l'interdit. Donc il ne faut pas donner non plus le bâton pour se faire battre. Et puis derrière, il y a quand même des choses importantes sur la production. La production avec les difficultés d'acceptabilité, puisqu'en production, nous sommes loin de notre potentiel. Et là, la marche est très très grande, avec une production en 2014 de 73 gigawatts, et l'objectif, la production atteignable est 356
Donc il faut multiplier par presque 5, avec comme piste, alors suivant le potentiel atteignable, la biomasse, on est au taquet. Le photovoltaïque, on peut passer de 3 à 84. Là, il y a des vraies possibilités. L'hydroélectricité, c'est quasi nul. L'éolien de 35 à 94, ce qui voudrait dire passer, alors en équivalent, parce que c'est pas forcément en nombre d'éoliennes, mais de 12 éoliennes à 22, ou alors en transformant les éoliennes existantes quand elles sont au bout de leur activité, de passer avec des mâts supérieurs, et puis des technologies aussi qui s'améliorent. Pour le solaire thermique, on passerait de 0 ou quasi 0, parce qu'on a des chiffres de 0, donc ils sont bien inférieurs. C'est à l'unité, donc ils sont inférieurs à 0,5, à 31, à 31,5, et la géothermie à 35,7. Quant au biogaz, passer de 5 à 66,8. Et là, je pense que, sur le biogaz, il faut pas forcément réfléchir, notamment pour l'acceptabilité, pas forcément réfléchir à des grosses unités, mais plutôt faire une étude. Je pense qu'il serait important de faisabilité, de possibilité sur l'ensemble de notre territoire, plutôt que de vouloir faire des grosses machines qui sont un peu compliquées à faire accepter. Et de la même manière pour l'éolien, c'est toujours, en ce moment, depuis un moment, on reçoit pas mal de démarcheurs avec des bonnes intentions peut-être, mais c'est vrai qu'avant une période électorale, c'est quasi, il n'y a pas un maire qui veut mettre le doigt dedans. On sait que c'est compliqué, mais à un moment, il faudra bien trouver des solutions pour produire, parce que sinon on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Voilà. L'objectif, c'est aussi de mettre en lumière toutes les bonnes pratiques, de partager entre nous, collectivités, ce qu'on voit sur les autres territoires, ce qu'on voit des autres entreprises, ce qu'on voit des associations, et puis développer les carburants non fossiles tant qu'on peut, puisque tant qu'on n'a pas, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. S'il n'y a pas tout ce qu'il faut, s'il n'y a pas le maillage, ça démarrera pas. Après, il ne faut pas se tromper sur le bon énergie, le bon mode de fonctionnement. Voilà, j'ai été un petit peu moins précis dans les chiffres, mais pour l'instant, on n'a pas encore arrêté notre plan d'action. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire pour ce soir. Oui, c'est toujours un peu la même question d'un territoire à l'autre. Tout à l'heure, j'ai posé la question sur ce que vous avez dit, les échanges, les bonnes pratiques. Donc, je crois que les deux y ont répondu. Pour des gens extérieurs comme nous, sur la lisibilité, est-ce que ces documents que GMV a approuvés et que, si j'ai bien compris, vous allez avoir à approuver, est-ce qu'ils ont une forme comparable, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut prendre chaque document et dire tiens, dans un cas comme dans l'autre, on se projette à 2030-2050, et puis il y a des chapitres qui sont obligatoires, etc. En gros, est-ce que chaque document est relativement libre dans les obligations, les exigences, etc. Ou est-ce que quand je vais lire le PCAET de GMVA et puis celui d'Arc Sud, je pourrais lire qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les diffère, quoi. Alors, il y aura une partie d'éléments qui seront les mêmes, pas forcément exactement la même présentation, puisqu'on ne l'a pas fait avec le même prestataire. Par contre, avec les 3 autres dans le groupement de commandes, on avait le même bureau d'études et on aura quand même un parallélisme qui sera plus vrai. Alors, j'ai pas forcément vu les documents finalisés des autres territoires, mais on va retrouver quasiment la même présentation. Avec GMBA, non, n'ayant pas le même bureau d'études, il n'y a pas une forme, c'est le contenu qui compte, mais pas la forme exacte. Oui.
Oui, je pense. Enfin, les chiffres, on va retrouver la même, peut-être pas la même présentation exactement, mais oui, voilà. Ouais. Si, il y a un certain formatage qui est imposé par la réglementation où on doit avoir un diagnostic. Après, on a des objectifs stratégiques et opérationnels, un programme d'action et un dispositif de suivi et d'évaluation. Donc on va le retrouver avec une présentation qui sera dépendante à la fois du territoire et du bureau d'études, mais globalement, on retrouve ces 4 parties. Donc on retrouve les éléments à l'intérieur. Ouais. Sauf sur la mobilité interterritoriale, parce que une voiture qui part de la Roche-Bernard pour aller à Vannes, on va comptabiliser son point de départ et on a du mal là à savoir quelle quantité d'émissions de gaz à effet de serre on impute au territoire d'Arc-Sud-Bretagne et celui qu'on va imputer à GMVA, mais globalement, voilà. Et puis après, on est sur des grosses masses en fait. Pareil, la valeur à la virgule près n'a pas de sens. C'est plus la part, la représentation globale, ou du secteur sur le global qui importe, et les tendances liées à la mise en œuvre des actions. Une chose que j'ai oubliée, donc, c'est qu'en parallèle, nous venons de faire l'évaluation de notre SCOT dans le cadre de la revoyure. Et donc c'est un élément qui est important aussi, puisqu'on va être obligé de passer par une révision du SCOT, d'avoir les éléments, et c'est bien d'avoir des documents qui se suivent, qui soient cohérents les uns avec les autres, enfin qui soient compatibles, c'est un schéma de cohérence, mais qui soient compatibles, et c'est quand même un plus. Là, on est dans le bon sens, on est dans le bon timing. Alors, pour revenir au PLU dont on parlait tout à l'heure et au PLUI, donc on va pouvoir 6 mois après les élections, ou alors avant la fin de l'année prochaine, voter ou pas, enfin pour ceux qui seront élus, voter ou pas de devenir PLUI, mais c'est vrai que le PLUI, c'est le bras armé et la suite logique du SCOT. Le législateur l'a imposé de manière encore un peu soft, mais je pense qu'il deviendra obligatoire rapidement. Et puis le coût et l'obligation de mettre en conformité les PLU après modification de SCOT, les finances, je pense, auront raison de ce point-là. Et c'est vrai que chaque maire a l'impression de perdre un petit peu de son pouvoir, de ne pas maîtriser, sauf que le PLUI, quand il se passe... logiquement, on regarde quand même, il y a des éléments qui sont à l'échelle globale, mais la vraie politique, elle est à l'échelle globale aussi, et des éléments qui sont quartier par quartier, et à ce moment-là, on fait appel aux élus, j'imagine, de chaque commune. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on passe à l'économie circulaire. Bonjour, je suis Stéphanie Leprielec, chargée de mission économie circulaire à GMVA. Je vais donc vous présenter un petit peu plus en détail cette offre qui a été lancée le mois dernier. Donc, elle s'adresse essentiellement aux entreprises du territoire, du Morbihan Vannes Agglomération. C'est une offre qui rentre dans le cadre du programme d'action défi zéro gaspillage, du PCAET dont on a déjà parlé, mais aussi de la stratégie communautaire de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc en lien vraiment aussi avec tout ce qui se fait auprès de la direction de l'économie. Donc cette offre, c'est une offre de service gratuite aux entreprises, donc pour améliorer l'utilisation de leurs ressources. Donc l'offre comprend des diagnostics et l'accompagnement dans la mise en place des solutions proposées. Alors, je me permettais de vous proposer un rapide tour pour bien être certain que tout le monde comprenne bien la différence. Donc l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, c'est le contraire de l'économie actuelle qui est basée sur une économie linéaire. Extraire les matières premières, produire, consommer et jeter. Donc là, on est tous bien au courant que ça ne peut plus fonctionner. C'est la raison pour laquelle on propose quelque chose qui propose plutôt une boucle
Cette économie est basée sur 3 domaines qui eux-mêmes tiennent sur 7 piliers. Donc le premier des domaines en bleu présente tout ce que peuvent faire les acteurs économiques sur cette question-là, donc les entreprises. Ensuite, on passe sur la demande et les comportements des consommateurs. Donc là, il y a plusieurs choses aussi également à faire. Et puis ensuite, en dernier lieu, la gestion des déchets. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ici, ce soir, c'est la partie bleue, l'offre des acteurs économiques. Donc, on a plusieurs piliers sur lesquels on essaye de travailler. Donc, pour commencer, tout ce qui est extraction, exploitation, tout ce qui est achat durable. On peut également, au niveau de la conception du produit ou même du service, je précise que ça concerne également les services, penser tout le cycle de vie du produit ou du service de manière à ce qu'il soit le moins consommateur de la fabrication, tant au niveau de son utilisation qu'à la fin de sa vie. Et penser recyclage dès le début, donc décomposition du produit pour pouvoir récupérer chaque matière. Ce qui est très difficile de recycler un produit qui n'avait pas été conçu pour dès le départ. Et on a aussi deux approches qui sont assez intéressantes, qui permettent de faire pas mal d'économies. C'est l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, on s'ouvre aux voisins, on voit ce qui se passe autour de nous et on s'échange nos besoins et ce qu'on a. Donc c'est du j'ai pas, j'ai ce type de déchets, j'ai besoin de ce type de matières premières, par exemple. Et là, des matchs peuvent se faire, déchets des uns qui deviennent la matière première des autres. Ou on peut également faire de la mutualisation de transport, la mutualisation de personnel. On peut également produire de l'énergie en commun. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et enfin, l'économie de fonctionnalité. Alors ça, c'est quelque chose qui se développe pas mal aussi et qui, par contre, demande une refonte totale de l'activité de l'entreprise, en tout cas du modèle économique, puisque là, on arrive sur une proposition de service au client et non plus de vente. Donc, on oublie l'appartenance de l'objet, mais juste son utilisation, en fait, son usage. Donc, l'économie circulaire, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est tout d'abord, c'est un levier de compétitivité pour les entreprises. On ne se lance pas dans une opération d'économie circulaire si ça n'apporte pas quelque chose pour l'entreprise, sinon ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment des gains et puis des opportunités de développement de nouveaux marchés. Donc, ça vise tout d'abord à limiter la consommation de matières premières et des sources d'énergie, tout en augmentant la rentabilité de l'entreprise. Donc, les bénéfices, on y revient, l'aspect économique forcément, moins on utilise d'énergie, moins on utilise de matière, plus on est compétiteur. On peut donc créer des nouvelles valeurs économiques dans la vente de ressources, de déchets. On développe de nouvelles filières et puis on sécurise également la production en diminuant la dépendance envers les approvisionnements externes. Avec les cours mondiaux qui sont assez fluctuants, ça peut être assez intéressant pour certains types de matières premières. Il y a aussi les obligations légales où c'est très intéressant parce que là, on peut répondre à ce qui existe déjà, auquel on n'arrive pas forcément encore à y répondre, mais surtout, on peut prévoir, puisque de toute manière, elles vont devenir de plus en plus sévères, on peut prévoir et prendre un peu d'avance pour être déjà opérationnel dès que ça sort. On peut aussi, et ça peut permettre de répondre aux politiques d'achat responsables, des appels d'offres publics ou même privés qui sont exigeants à ce niveau-là. Au niveau social, ça signifie également une relocalisation de la production, une création d'emplois locaux et non délocalisables. C'est également synonyme d'utilisation de ressources locales disponibles. On favorise les circuits courts. Et puis, ça crée une cohésion, une dynamique. Alors, une dynamique de groupe, soit entre les entreprises voisines, si on est parti sur cette ouverture, ou même en interne, on a des salariés engagés qui mènent souvent les projets eux-mêmes. Donc, c'est un moyen de différenciation autre que le prix. Et donc, bien sûr, la communication, on a une image de performance globale, d'innovation, il y a le social, le respect de l'environnement, bien sûr, qui répond aux consommateurs qui sont de plus en plus exigeants sur ces impacts environnementaux et sociaux. Et j'ajouterais même, d'un point de vue recrutement,
Ça peut être très important, ça peut être très intéressant parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont confrontées à ces problèmes de recrutement. Il faut trouver un moyen d'avoir cette marque employeur pour attirer les nouveaux profils qui ne sont plus demandeurs seulement d'un salaire, mais qui demandent aussi d'autres choses, des valeurs notamment. Et du coup là, on peut apporter aussi ce bénéfice. Donc il est important aussi de préciser que l'économie circulaire, ça s'applique à tous les types de structures, de toute taille, et quelle que soit leur activité. Encore une fois, le service aussi est concerné, ce n'est pas que des produits. Alors, Gov du Morbihan Vannes Agglomération a donc cette proposition d'accompagnement qui touche 3 domaines d'intervention. Donc les ressources. On propose des diagnostics déchets, accompagnement vers les solutions pour des réductions, de meilleurs tri, avec des sensibilisations par exemple de vos salariés. On propose également des outils de géolocalisation des ressources pour faire justement ces mutualisations et ces échanges interentreprises. Au niveau de l'énergie, on fait un petit peu la même chose avec des diagnostics, des accompagnements, des notes d'opportunité. On a parlé tout à l'heure un peu du cadastre solaire. Peut-être que Samuel, tu veux rajouter quelque chose ? Juste pour préciser que cette offre énergie, elle va démarrer à partir du mois de novembre, hein, puisque le collaborateur va arriver à la fin du mois. L'idée, c'est un peu de ce qui vous a été présenté sur l'Orient au titre du fonds chaleur territorialisé, mais là, sur le côté solaire, d'accompagner les entreprises sur des notes d'opportunité sur le développement de panneaux photovoltaïques ou thermiques, et d'accompagner les entreprises sur des projets qui seraient ensuite confiés à des bureaux d'études, notamment sur les études de faisabilité. On n'a pas vocation à aller là-dessus, mais c'est vraiment d'avoir un outil et une dynamique d'animation territoriale auprès des entreprises pour pouvoir faire émerger et les accompagner sur des projets énergétiques et en premier lieu sur les projets énergétiques de production d'énergie renouvelable et de production d'énergie solaire. On évoquait tout à l'heure la zone d'activité du poteau sur laquelle on a des prescriptions vis-à-vis des entreprises qui vont s'y installer sur des obligations de panneaux solaires. Ces obligations-là, elles sont acceptées par les entreprises dès lors qu'on ne les laisse pas en rase campagne et qu'on a un dispositif d'accompagnement qui permet de répondre aux obligations. Donc voilà, c'était juste un petit zoom sur ce volet énergie qui va démarrer à partir du mois prochain. Et donc, Gov du Morbihan Vannes Agglomération propose également tout un accompagnement sur les déplacements. Quand on parle déplacement, on parle des déplacements des salariés. Donc, faire des diagnostics. On peut proposer également de la géolocalisation anonyme des salariés et de l'aide à la mise en place de plans de mobilité avec l'accompagnement pour aller vers de la mobilité douce, du covoiturage et essayer de réduire le transport en voiture avec une seule personne à l'intérieur. Concrètement, pour l'entreprise qui a un besoin, alors oui, j'ai oublié de parler également, pour ces 3 domaines d'intervention, on a plusieurs outils, on a à plusieurs niveaux, selon la demande, selon la disponibilité des entreprises. On propose plusieurs niveaux d'outils et d'analyse, et ce qui fait que ça nous a poussé également à faire du partenariat avec des chambres, notamment la CCI et la CRMA, pour proposer des outils bien plus poussés comme l'outil actif pour l'écologie industrielle et territoriale, par exemple, ou TPE-PME gagnante sur tous les coûts, qui est un dispositif national proposé par l'ADEME et qui sera donc mis en place via la CRMA sur le territoire. Donc c'est vraiment pour compléter toute l'offre et pouvoir répondre à tout type de besoins selon le taux d'implication de chacun. Par contre, pour l'entreprise, on a privilégié une entrée unique, histoire de leur simplifier le parcours. Donc, toute entreprise qui aura un besoin sur un des 3 domaines ou simplement même des questions, hein, on a donc un site internet qui s'appelle Entreprendre. Où vous avez des formulaires en ligne où vous pouvez tout simplement nous contacter par téléphone et on prendra donc votre demande, on analysera donc le besoin, on évaluera l'outil qui vous irait le mieux, l'accompagnement qui vous irait le mieux, pour voir si on rentre dans un accompagnement en interne ou on va sur des outils plus poussés avec les partenaires extérieurs. Et à ce moment-là, ces personnes-là vous contacteront dans un deuxième temps.
Mais là, il n'y a qu'une seule entrée pour vous. Voilà, donc le rappel des objectifs, hein, c'est vraiment augmenter votre compétitivité tout en réduisant votre impact, améliorer votre image donc envers vos clients et vos salariés. Et donc, on rappelle que c'est un accompagnement gratuit pour vous faciliter votre transition. Vu l'heure, je pense qu'en plus c'est pour faire de la redite en plus de ce qui a été dit, mais peut-être, pour moi, ce qui me concerne, les entreprises et la transition énergétique et écologique, je crois que réellement les chefs d'entreprise ont pris conscience de l'importance d'aller dans cette transition énergétique, notamment parce que il y a un intérêt économique à y aller. Au niveau de la SEM, on voit de plus en plus d'entreprises nous solliciter quand on voit la part de l'énergie dans les coûts de production, le fait de pouvoir, et surtout l'inconnu, notamment du prix de l'énergie importée, et on voit qu'elle continue à grimper et on ne sait pas jusqu'où ça va augmenter. Le fait de pouvoir maîtriser ne serait-ce qu'une part de cette production, ou de cette consommation électrique, en faisant de la production, par exemple photovoltaïque, en autoconsommation individuelle, pour 20-25 ans, on a cette maîtrise de coût de production, ça les incite à aller fortement. On parlait de mobilité tout à l'heure, le GNV, c'est également un élément important, parce que de plus en plus de métropoles, d'agglomérations interdisent ou restreignent l'accès des véhicules diesel dans leur périmètre. Le fait de proposer des alternatives en mode de déplacement de transport, ce que disait Bruno tout à l'heure, vise aussi à maintenir et voire améliorer la compétitivité des entreprises du secteur pour continuer à desservir ces centres-villes, ces centres urbains. Et puis globalement, même s'il n'y a pas ces contraintes, le fait de pouvoir rouler en centre-ville, soit à des heures, très tôt le matin, avec des carburants qui sont beaucoup moins émetteurs de bruit et de particules fines, favorise l'acceptabilité finalement par les urbains de ce mode de transport, même s'ils en ont besoin pour aller dans le supermarché du quartier. Ceci étant, ils veulent les avantages, pas les inconvénients. Donc les entreprises, les GMS ont bien compris et aujourd'hui sont en train de basculer vers ces nouveaux modes à la fois de production et de déplacement.